Bonjour Bon- Bruno Bonjour. Falissard. Alors, tu es professeur en santé publique, pédopsychiatre et épidémiologue. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les différentes méthodes employées en épidémiologie et notamment l'intérêt respectif des études qualitatives versus les études quantitatives? Oui, c'est assez simple. Traditionnellement, en épidémiologie, il y a les études descriptives, analytiques et évaluatives. Et en pédopsychiatrie, on retrouve la même chose. Donc, descriptif, c'est pour calculer des prévalences, des pourcentages de patients à un instant donné. Combien y a-t-il d'enfants? Il y a un trouble du spectre de l'autisme, une hyperactivité, une anorexie mentale, etc. La description. L'analyse, c'est pour rechercher des facteurs de risque. Est-ce qu'être une fille ou un garçon, c'est un facteur de risque de dépression à l'adolescence, par exemple? Est-ce que des antécédents familiaux de dépression sont des facteurs de risque? Et puis l'épidémiologie évaluative, c'est en situation réelle de prescription, donc pas un essai randomisé, mais dans la vraie vie, est-ce que les soins, les psychothérapies, les médicaments sont vraiment efficaces chez les enfants et quels sont les soins les plus efficaces? Alors ça, c'est très quantitatif, hein, et l'épidémiologie, traditionnellement, c'est quantitatif. Mais aujourd'hui, systématiquement, en pédopsychiatrie, il y a de plus en plus de place pour les études qualitatives parce que ça permet de comprendre en profondeur les résultats chiffrés qui sont souvent un peu arides. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'intérêt de ces études sur la qualité de nos échanges avec à la fois nos collègues et les décideurs publics? Oui, ben, en fait, ben, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les politiques, les autorités de santé ont besoin de chiffres. Ont besoin de chiffres pour savoir si les problèmes sont importants ou pas importants. Alors donc, c'est pour ça que dès la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, on a eu des études, alors critiquables, hein, parce que tu imagines bien que quand on dit il y a 4% d'enfants hyperactifs à l'âge de 10 ans, ben, en fait, ça dépend du curseur où on le met. Est-ce qu'un enfant hyperactif, c'est à partir du moment où il est beaucoup ou un peu? Et là, on sait que les valeurs des prévalences peuvent changer beaucoup. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a eu une certaine critique des études d'épidémiologiques descriptives en pédopsychiatrie. Mais on a fait des progrès depuis. Et en fait, on a développé les DALI, Disability Adjustive Life Year, c'est-à-dire, et ça c'est en général en épidémiologie, quelles sont les maladies qui ont le plus grand impact sur les années de vie perdues de bonne qualité et sans incapacité. Donc, on a fait ça pour l'infarctus du myocarde, pour les cancers, etc. Eh bien, chez les enfants et les adolescents, ce sont en Europe occidentale, chez les enfants et chez les adolescents, les pathologies qui induisent le plus d'années de vie perdues sans incapacité sont les maladies pédopsychiatriques. Et donc ça, c'est publié dans des revues internationales à comité de lecture. Et maintenant, on a, tu vois, on a un outil extrêmement rigoureux scientifiquement qui permet de dire aux politiques eh ben, que la pédopsychiatrie, ça a un impact sur la vie de la société, en particulier de ses plus jeunes. Est-ce que dans le fil de cette question, mais je pense que tu y as déjà répondu, ces études donc, quantitatives, qualitatives, présentent un intérêt pour la santé mentale et la prévention dans notre discipline? Alors oui, ben, bien sûr, quand on recherche des facteurs de risque, forcément, c'est bien pour la prévention, puisqu'on sait on sait sur quoi il faut agir. Alors, il faut que ce soit des facteurs de risque évitables. Et par exemple, bon, le fait d'être une fille ou un garçon, ça, c'est pas évitable, on est comme on est, mais ça permet aux cliniciens d'avoir une petite idée sur les populations les plus à risque. Non, là où il y a eu vraiment un bouleversement, c'est dès la fin du XXe siècle, avec la notion d'adverse childhood experience, c'est-à-dire les expériences négatives de l'enfance, où on a montré que, en fait, tout ce qui traumatise, au sens très large du terme, un enfant, a un impact majeur sur sa psychopathologie à venir, qu'il soit enfant, adolescent ou adulte. Mais dans des proportions qu'on n'avait absolument pas d'idée à l'époque, et surtout on n'avait pas d'idée de la fréquence de ces ACE pendant l'enfance, et aujourd'hui, on le sait bien, en particulier des maltraitances sexuelles dans les familles. Et ça a été, avant, les psychanalystes en parlaient, les neuroscientifiques disaient le trauma, ça modifie le cerveau, etc. Mais quand on s'est rendu compte que dans la réalité, en population générale, que c'était une évidence numérique et que c'était fréquent,
alors ça a été l'origine d'une prise de conscience et ça a modifié les politiques publiques et on le voit aujourd'hui avec la prise de conscience de la protection de l'enfance, etc. Donc oui, pour la prévention, ça a eu un impact. Un impact, c'est sûr, sur la prévention et sur notre clinique, parce qu'il y a pas mal de collègues qui disent, oui, ok, les études épidémiaux pour la recherche, pour la prévention, pour diriger les politiques de santé publique, on comprend, mais pour notre clinique, est-ce que ça sert à quelque chose? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors bien sûr, l'épidémiologie, c'est beaucoup de statistiques. La statistique, ça sert avant tout pour la santé publique et la population générale. Alors néanmoins, quand même, on accueille des adolescents suicidaires aux urgences. Quel est le premier facteur de risque de récidive suicide, enfin de passage à l'acte suicidaire chez un adolescent? Ben, le fait qu'il ait déjà fait une tentative de suicide. Alors, ça paraît rien, mais quand on a un adolescent, on ne le sent pas bien, eh ben, on sait qu'il faut demander est-ce qu'il a déjà eu un geste suicidaire, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, eh ben, potentiellement, c'est problématique. Alors ça, on va dire, oui, mais ça, c'est trivial, mais c'est aussi un problème de l'épidémiologie, c'est que on a l'impression que ça enfonce des portes ouvertes, sauf que si on fait attention, on se rend compte que la porte, elle n'était pas ouverte déjà. Ça enfonce des portes, on se rend compte qu'elles sont ouvertes a posteriori. Mais plus sérieusement, là où vraiment ça a eu un impact sur la pratique clinique, c'est les effets indésirables des traitements médicamenteux. Je prends par l'exemple du méthylphénidate dans l'hyperactivité. Les essais thérapeutiques qui sont faits pour évaluer le méthylphénidate, ils sont sur quelques semaines, quelques mois. Mais on prescrit le médicament sur des années. Quels sont les effets indésirables du méthylphénidate sur la croissance, sur et éventuellement l'effet à long terme, sur la perte de poids, l'alimentation, les problèmes de sommeil, la tension artérielle, à long terme. Les essais randomisés ne permettent pas de répondre à ça, c'est que les études de cohorte. Et récemment, l'Europe a financé une étude épidémiologique, ADIUS, qui a permis d'évaluer à long terme les effets indésirables du méthylphénidate. Et d'ailleurs, les résultats sont plutôt rassurants. D'accord, donc ça c'est passionnant et ça ouvre sur une autre question. Finalement, il y a peut-être un continuum entre l'épidémio en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et l'épidémio à l'âge adulte. Absolument. Et d'ailleurs, ça a été une surprise pour la psychiatrie d'adulte et honnêtement pour nous aussi. C'est qu'on s'est rendu compte que la plupart des sujets, des patients qui ont des problèmes en psychiatrie en adulte, en fait, avaient déjà des problèmes pendant l'enfance et l'adolescence. Et par exemple, pour le cas de la schizophrénie, où pendant longtemps on a dit c'était un grand coup d'orage dans un ciel serein qui arrivait à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte. Mais en fait, non, on sait aujourd'hui qu'il y a des prodromes, il y a des éléments sémiologiques, symptomatiques préliminaires pendant l'enfance et pendant l'adolescence. Et ça a renforcé la place de la pédopsychiatrie et de la prévention des troubles à l'âge adulte. Et c'était l'épidémiologie qui l'a montré. Mm. Et effectivement, moi je trouve que ça c'est aussi une forme de révolution et épistémique, parce que moi aussi, quand j'ai fait mes études, on me disait il n'y a rien à voir entre la psychiatrie de l'enfant et de l'ado et la psychiatrie de l'adulte, il n'y a pas de continuum, et c'est vrai que l'épidémio nous montre, ben, quand on cherche, c'est ce que tu disais, hein, on a le sentiment d'enfoncer des portes ouvertes, mais finalement, quand on cherche des prodromes, ben, on finit par les trouver, et il en va de la schizophrénie, où il y a l'idée qu'il peut y avoir des signes précoces, mais il me semble que c'est pareil pour l'hyperactivité, c'est-à-dire que Absolument. on a mis en évidence qu'il pouvait y avoir une hyperactivité chez les adultes. En tout cas, peut-être là aussi, c'est à l'épidémiologue que je vais m'adresser, mais peut-être qu'elle s'estompe un peu en fin de vie. Mais en tout cas, ça a permis aussi de découvrir une psychopathologie de l'adulte qu'on n'avait pas forcément en tête. Exactement. Oui, alors c'est très intéressant de souligner, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, que c'est pas prédictif, mais que effectivement, ça nous guide dans la prise en charge, parce qu'il y avait tout ce problème-là du zéro de conduite, enfin d'une polémique. Je sais pas si c'est le moment d'en parler, mais en fait, il n'est pas inutile de chercher les facteurs de risque, parce qu'effectivement, ça nous guide dans le pronostic et dans la conduite à tenir. Pour chaque patient. Mais oui, mais c'est propre à la médecine, hein. Mm. Fumer, c'est pas forcément une bonne idée, mais il y a des sujets qui fument un paquet par jour pendant 30 ans et qui mourront à 90 ans sans avoir fait de cancer ni d'infarctus du myocarde. Donc, un facteur de risque, c'est statistique,
Ça permet de prédire sur une population, ça ne permet pas de prédire sur un sujet. Mais alors, j'aurais une question, c'est est-ce que l'épidémiologie, ça peut se tromper? Alors oui, bien sûr, mais de toute façon, tout scientifique doit avoir l'humilité nécessaire pour dire qu'il peut se tromper. Alors d'abord, en statistique, enfin en épidémiologie, c'est de la statistique. Dès qu'il y a de la statistique, il y a un risque d'erreur, qui est un risque d'erreur statistique. Mais au-delà de ça, il peut y avoir des biais et des facteurs de confusion. Et ça fait partie de la méthodologie épidémiologique d'aller rechercher et d'avoir une approche méthodologique rigoureuse qui permet d'éviter ces biais. Alors après, il y a des biais d'interprétation et il y a des biais de mesure. Par exemple, il y a des biais culturels. Il y a des instruments on est obligé d'utiliser certains instruments pour détecter les troubles ou pour évaluer un QI, par exemple. Eh ben, on sait que ces instruments sont culturellement dépendants. Et même parfois en fonction du genre. Les filles ne vont pas répondre de la même façon que les garçons. Et donc, on peut avoir des résultats qui sont biaisés. Mais en fait, si on y réfléchit, ces instruments ne sont que le reflet de ce que pensent les cliniciens et de ce qu'ils utilisent dans leur pratique clinique. Et nous, comme cliniciens, nous pouvons être biaisés aussi. Est-ce que tout le monde peut faire de l'épidémiologie? Alors, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Il faut avoir un esprit extrêmement rigoureux. Et puis, c'est lent. C'est très lent. Et donc, pour beaucoup de cliniciens, c'est trop long. Il faut attendre. Ben oui, parce qu'il faut inclure des patients, il faut les suivre, il faut écrire un protocole, il faut demander au comité d'éthique. Il faut suivre les patients des années, parfois 5, 10, 15 ans. Et puis après, il faut analyser les données, publier. Donc, c'est un temps très, très long. Voilà. Mais là, en 2025, on a la chance que des collègues ont fait ça pour nous il y a 40 ans, 30 ans, et on commence à avoir de très beaux résultats grâce à ça. Bruno, quel est le résultat le plus marquant pour toi de ta trajectoire d'épidémiologue? Alors, en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, c'est clairement la maltraitance infantile qui est un facteur de risque de psychopathologie dans l'enfance, l'adolescence et à l'âge adulte. Voilà, ça a eu un impact sociétal considérable et qui aujourd'hui est devenu une évidence. Mais c'est l'épidémiologie qui a étayé le fait que c'était une réalité scientifique. Et puis après, il y a des résultats que je trouve plus fins, plus cliniques, mais qui interrogent. C'est par exemple le sexe ratio de la dépression à l'adolescence, c'est 2 à 3 filles pour un garçon, mais chez les enfants, c'est un pour un. Alors pourquoi y a-t-il plus d'adolescentes déprimées que d'adolescents et autant d'enfants, filles que garçons? Voilà. Et comme tu le sais, la réponse à cette question n'est pas simple du tout. Eh bien, elle a été soulevée par l'épidémiologie, elle était passée sous silence avant. Voilà. Voilà, bah écoute, merci tout plein et voilà, je pense que c'est super intéressant. Eh bien, merci à toi, à bientôt.